Bienvenue à tous à cette émission qui va parler lettres et qui surtout aura la particularité pour ce premier numéro de réunir littéralement toute une fratrie plongée, je dirais, forgée dans la plume et qui aujourd'hui nous font l'immense plaisir de partager avec nous ce qui est à la fois une passion. C'est votre papa qui vous a initié à la lecture. Comment ça se passait, cette rencontre avec la lecture? Que ça faisait partie des loisirs auxquels nous étions initiés. Parce que c'est vrai que, Dieu merci, je pense pour nous peut-être, à l'époque il n'y avait pas l'internet et tout ça, et même la télé, on la regardait à certaines heures. Et donc, ce qui nous permettait réellement de nous évader, de voyager, c'était les livres. Et donc ça a commencé très jeune comme ça, avec des lectures d'enfance, hein, parce que je crois qu'à chaque étape, sa lecture. Moi je sais que j'ai commencé avec des livres tout simples comme les Martines, je ne sais pas si vous avez connu ça. Et puis je suis passée à des livres tels que Le Club des Cinq, qui étaient aussi des livres, des romans policiers, mais pour enfants. Et après, voilà, petit à petit, Christie, et puis voilà, ça a continué. Donc, je dirais que c'est assez naturel parce que c'est très jeune. On voit généralement dans les poètes qu'ils caressent une sorte de blessure ou que ce sont des personnes particulièrement marquées. C'est un style qui requiert énormément de personnalité, surtout de personnalité, je dirais, d'une mise à nu de cœur. J'aimerais savoir aujourd'hui, vous vous décrivez comme une poétesse, s'il faut l'appeler ainsi. Dites-nous un peu d'où vous vient, je dirais, ce goût pour la poésie. Parce que j'ai un goût de l'écriture et je crois que la poésie a été pour moi, peut-être parce que ma première initiation à l'écriture est passée par la poésie. Et donc c'est un exercice que je fais avec beaucoup plus je crois, de facilité, de simplicité. J'aime la poésie, j'aime aussi ce défi de quelque part raconter une histoire, mais de manière courte, mais en y mettant de l'accent plus sur le côté sentiment, le côté ressenti, le côté profondeur. Donc voilà, je crois que c'est ça qui fait que je sois beaucoup plus dans la poésie qu'autre chose. Mais là, je suis en train de m'essayer à autre chose, donc à un roman, et puis on verra le résultat. On verra le résultat. Ouais. Alors, j'aimerais passer à l'autre poète qui est également sur ce plateau, Belguide. C'est aussi un des frères Elébé qui est avec nous. Il s'agit de Nick Elébé qui présente d'ailleurs ce merveilleux recueil Pétales dorés que j'ai eu le temps de parcourir depuis que je suis assise ici et qui est un ensemble de textes particulièrement saisissants. Pour Yolande, ça semble couler de source. On a souvent tendance à dire que les femmes ont un petit côté poétique. Mais j'aimerais que Nick nous raconte comment est-ce qu'il est tombé lui-même dans cette mare, d'où il ressort justement avec ce recueil de poèmes. Je dirais que oui. Naturellement, cela est venu vers moi. Mais le livre Pétales dorés procède d'abord d'une expérience professionnelle et personnelle. C'est-à-dire que ce livre se concentre sur la crise congolaise et ses conséquences, en particulier ses conséquences humaines. La RDC, c'est plus de 20 ans de conflits armés avec des violences, avec des massacres, avec des centaines de milliers de femmes violées, avec des millions de morts. Et moi, dans mon expérience personnelle et professionnelle, je me suis retrouvé souvent exposé à ces expériences-là parce que, allant sur terrain, étant professionnellement dans le domaine des droits de l'homme, allant sur terrain, lisant des rapports, participant à l'expérience de la justice pénale internationale à travers la Cour pénale internationale, étant en contact avec ces réalités, j'ai finalement été marqué par ces histoires et par le souci quelque part de témoigner, par le souci de mettre en lumière les histoires de ces personnes, de leur donner une voix, d'être un porte-voix pour eux. Et le moyen par excellence de le faire a été la plume, justement, a été de trouver les mots, de trouver l'inspiration, de trouver les émotions
et de parvenir à les traduire comme ça dans un livre qui permet finalement au lecteur d'avoir accès à ces histoires, d'avoir accès à ces réalités, d'être en contact avec tout ça et puis finalement de décider par eux-mêmes qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça. Pour moi, je milite pour des thèmes comme le devoir de mémoire. Je considère qu'un pays comme la RDC, qui a vécu autant d'années de conflits, devrait d'une certaine façon faire l'inventaire de son histoire, en tirer un bilan, et puis finalement, sur le plan politique, sur le plan légal, sur le plan historique, sur le plan pédagogique, décider de ce qu'il va faire de tout ça. Et donc ce livre sert aussi à ça. Ça sert à tout le monde et c'est accessible effectivement à tout le monde, aux Congolais d'abord et puis au-delà. Donc si je comprends bien, vous prenez l'écriture comme une sorte d'exutoire où c'est pour vous le moyen de faire connaître justement une part, je dirais, des pages sombres de notre propre histoire. J'ai écrit dans le livre que pour moi, l'écriture est venue progressivement comme un moyen de témoigner et je l'ai considéré d'abord comme une sorte de remède pour moi, parce que étant affecté par cette réalité-là et étant désireux de la partager, remède aussi, je me disais que pour celles et ceux qui ont été directement exposés au conflit, savoir qu'on a écrit sur leurs histoires, savoir que l'on a témoigné sur leur réalité, serait aussi d'une certaine façon une forme de cure pour eux, une forme de remède pour eux. Mais au-delà de ça, j'ai compris que l'écriture qui est remède peut également devenir vision, peut également devenir, se traduire finalement en des objectifs plus grands encore que le simple fait d'écrire un livre. Et c'est pour ça qu'au-delà de ce livre, j'ai décidé de lancer une initiative qui va essayer de traduire sur le plan programmatique ce qui est dans le livre. Oui, c'est Tony Elebe Ma Ekonzo qui se présente comme un libre penseur non affilié. Tony Elebe Ma Ekonzo, écrivain depuis peu et toujours, car il s'agit à la fois d'un état d'âme permanent et matérialisé. Pouvez-vous nous expliquer cette petite phrase? Votre micro, s'il vous plaît. Juste... Un état d'esprit permanent et matérialisé, parce que je me dis que j'ai l'âme d'un écrivain. Et à travers un ouvrage qui a été édité, il a pu être matérialisé. Ce n'est que ça. Alors, la rencontre de la littérature, écoutez, c'est tout des livres que l'on lit. C'était un peu fortuit. J'ai une anecdote que je raconte assez souvent, où mes frères et sœurs sont réunis un jour de vacances, et notre frère aîné, paix à son âme, n'est plus avec nous, nous distribue des livres à lire. Et c'est avec peine que moi j'arrive à lire. Et plusieurs années après, je me rendrai compte que le livre qu'il m'a donné à lire n'était autre que Les Misérables. Donc c'est dire que moi, l'écriture... c'est plutôt elle qui est venue en moi, que moi je suis allé vers elle. À l'époque, je travaillais dans un cabinet d'audit, d'expertise comptable. Et lorsque nous allions en mission, nous revenions, nous devions rédiger des rapports. Et rédigeant ces rapports, moi je disais une chose, au lieu d'utiliser un seul paragraphe, je pouvais en dire 4-5 paragraphes. C'est parti un peu comme sur un coup de tête. Écoutez, si j'écrivais, c'est parti comme ça. Et je me suis mis à écrire, et forcément quand on écrit, c'est parce qu'on a quelque chose à dire. Et ça a donné le premier ouvrage que voilà. Et un deuxième qui arrive bientôt, je pense. À part cet ouvrage, c'est vrai que j'ai rédigé pas mal de micro-nouvelles. Micro-nouvelles, c'est-à-dire que vous écrivez une histoire qui tient en 500 mots. Mais vous racontez toute une histoire qui doit happer le lecteur en 500 mots. Donc, quand vous allez sur la page Facebook, vous retrouvez l'ensemble des micros. Il y en a plus près d'une trentaine qui sont écrits. Voilà. Donc, pour le moment, il y a des manuscrits qui sont en rédaction, mais on attendra qu'ils sortent. Et sur ce plateau, il y a une personne qu'on a pensé avec cette... Alors, il s'agit de Tigui Elebe, pour lequel je dirais que c'est encore une fois un véritable plaisir de le retrouver, puisque ce n'est pas la première fois que nos chemins se croisent. On a déjà eu on a déjà fait un certain parcours il y a de cela une dizaine d'années, grâce à l'émission Cogito.
une émission qui réunissait des jeunes pour discuter des sujets d'actualité. Et déjà, à ce moment-là, Tigui était, je dirais, parmi ceux qui s'imposaient déjà par la réflexion. Et puis plus tard, lorsqu'il va d'abord lancer les plumes conscientes sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, c'était toujours un régal d'aller lire ces différents posts qui parlaient justement de la vie au quotidien. Je me souviens notamment du descriptif d'un accident qu'il avait fait. C'était dans sa présence, le titre de ce post-là, c'était dans sa présence, où il parlait justement d'un accident qui s'était passé devant une église sur l'avenue Ngouma en descendant. Et c'était les termes utilisés repeignaient la réalité et c'est comme si on voyait l'accident à travers ce qu'il écrivait. Et donc aujourd'hui, c'est donc sans surprise que je le retrouve sur ce plateau et c'est d'ailleurs un véritable plaisir que d'être en compagnie de Tigui. Tigui, elle est... Ma rencontre avec la littérature et le fait de mon appartenance à une famille qui a pour tradition la culture, la lecture, la littérature. Donc j'ai baigné un peu dans cette atmosphère-là, dans cette sorte de cosmogonie. Et donc très vite j'ai ressenti ce besoin d'écrire. Je me rappelle que déjà à l'école secondaire, j'avais un prof de français que je dérangeais particulièrement parce que je lui ramenais tout le temps des textes que j'écrivais, sur tout et rien. L'écriture a toujours été pour moi une sorte de défouloir. J'éprouve le besoin d'écrire. Avec les années, l'écriture prend le sens d'une forme de résilience. C'est un mot que j'aime particulièrement. Nick a parlé de devoir de mémoire quand il écrit. Moi, c'est la résilience. Je pense que la vie est faite des hauts et des bas, des expériences qu'on engrange qui peuvent être heureuses ou malheureuses, mais à chaque fois, pour l'être humain, il y a ce besoin justement de ne pas s'arrêter à un échec, mais de toujours trouver les moyens de pouvoir justement se relever. Donc pour moi, cette résilience est très importante. Et dans les écrits, justement, dans ce que j'écris, c'est quelque chose qui ressort dans une certaine mesure, même quand il y a une dose d'humour, même quand il y a une dose de gravité. Mais l'objectif, c'est toujours de dire qu'il y a moyen de se relever. Et donc voilà, très tôt pour moi l'écriture a signifié ça. Donc j'écris sur tout et rien. Et à l'époque justement sur Facebook, j'écrivais sur tout et rien, sur toutes les histoires que je vivais, que ce soit sur la route, que ce soit à travers les voyages que j'effectuais. Il y avait toujours ce besoin de rendre compte parce que finalement, on a envie des choses et parfois on a envie de partager ça. Juste entre parenthèses, je me souviens encore de son passage à l'aéroport d'Addis Abeba, où justement il parlait aussi de la révolution de la modernité à l'époque qui était... Mais je me rends compte que vous avez une très bonne mémoire, parce qu'il y a des choses que j'ai complètement oubliées. Non, mais ça m'avait vraiment marqué. Oui. Et ça, j'avoue, j'accuse le coup. C'est que j'ai souvent eu envie d'écrire, mais j'ai souvent aussi, je pouvais commencer un truc et puis passer à autre chose et puis courir après autre chose. Mais vraiment, ce que j'aime avant tout, c'est de lire, et en lisant Tigui, en lisant le style de Tigui, cela m'avait vraiment en quelque sorte mis, je dirais, sur une réelle voie de dégustation, au fait. C'est comme si je lisais un grand auteur, mais un grand auteur congolais, et qui passait un peu, je dirais, qui passait en revue la vie sociale. Exactement. Très bien. Merci de rattraper cette nuance. Et moi, par contre, j'aurais une question à poser à toute la fratrie. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes en train de déposer des œuvres, littéralement, des œuvres littéraires. Mais j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes passé par des ateliers ou bien c'est tout simplement des self-made men et women que nous avons ici? C'est vrai que Nick et moi, on est d'une certaine génération. On est les plus jeunes. Okay. Et donc, peut-être que cette initiation-là, nous, on l'a pas vécue directement. C'est vraiment cette mais ce qu'elle dit est très vrai quand elle parle du côté rigoureux que papa avait justement par rapport à son écriture. Moi, j'ai découvert un texte que papa a écrit vraiment à la main à l'occasion de ma naissance. Donc, on est dans les années 70. Et le jour où je découvre ce texte, je devais avoir peut-être 17 ans, 18 ans par là, je lis le texte. Alors il y a quelque chose qui m'est resté gravé, c'est que papa disait on l'attendit longtemps sous l'orme. Et donc moi, rien que cette expression, pour moi, je me disais mais elle vient d'où cette expression? Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai mis du temps
avant justement de découvrir ce que ça voulait dire cette expérience. C'est pour vous dire qu'on a parlé tout à l'heure de papa qui était un homme de lettres au-delà de sa casquette d'homme politique, mais c'était quelqu'un qui avait une expression très pointilleuse. Et donc forcément, il voulait que cela se répercute sur ses enfants. Et donc, sur ce point-là, il n'avait pas d'état d'âme. Et donc, même si je ne l'ai pas vécu personnellement, parce que n'ayant pas eu la même initiation, mais je peux vous attester qu'effectivement, ce qui est raconté là est très vrai. Et vous-même, par quoi êtes-vous passé si on doit parler d'initiation? Alors, moi, effectivement, moi, j'ai pas eu d'initiation particulière. J'ai été très vite attiré par la lecture, donc il m'est arrivé de lire effectivement un certain nombre d'ouvrages, mais si vous voulez, quand je me mets à écrire, ou la période où je décide d'écrire, je fais quelque chose qui est assez particulier parce que la plupart des auteurs aiment être au contact du livre. Moi, quand je me décide d'écrire, je me coupe du livre. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie d'être influencé par un style particulier. Parce que dans le domaine de la littérature, il y a beaucoup de choses. Il y a des écoles, il y a des influences. Parce qu'on a beaucoup lu tel auteur, finalement, on s'identifie un peu à lui et on veut un peu copier ce qu'il a fait. Moi, je ne suis pas dans ce carcan-là. Je suis plutôt quelqu'un qui aime m'exprimer librement, écrire tel que je le ressens, être authentique, être vrai, voilà, par rapport à ce que je peux donner par rapport à ma capacité. Donc, en parlant d'initiation, si on doit parler d'initiation, c'est peut-être avoir lu beaucoup, mais avoir reçu des techniques d'écriture. Je n'ai pas eu une initiation particulière, si ce n'est effectivement, comme je l'ai dit, la lecture de certaines... Je tiens à dire que, par exemple, par rapport aux techniques d'écriture, papa n'avait pas ce côté de donner, de vous orienter, non. Il disait, même quand on écrivait des poèmes, il lisait, il commentait pas beaucoup, ses commentaires étaient très minime, hein. Il lit, ok, il peut poser une question, et puis moi je crois qu'une seule fois, un seul de mes textes où il m'a dit c'est très bien, je crois que c'est la seule fois, sinon il lisait et puis... C'est un texte que j'avais écrit sur un prisonnier, malheureusement, c'est mes premiers écrits, je les ai perdus, mais c'est un texte que j'avais écrit où je racontais l'histoire d'un monsieur qui était en prison pour ses idées. Et je crois que ça commençait par « il est là, seul et abandonné ». Vous aviez à peu près quel âge à ce moment-là? Seul dans son trou noir, enfin, il repense au passé, enfin, c'est un truc comme ça, j'ai oublié tout le texte. Mais c'est le seul texte où il m'a dit « c'est très bien ». Et je crois que je l'ai un peu retenu parce que notre frère Freddy, quand ce jour-là, papa a dit c'est très bien, il a dit oh il l'a pris et puis il a voulu le mettre en musique. Et donc du coup, il essayait sur le piano et moi j'essayais de... Donc du coup, c'est parce que j'ai une très mauvaise mémoire, mais il y a des bribes. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Oui, 9-10 ans par. C'est quelqu'un qui cultivait beaucoup la profondeur intérieure. Et je pense qu'il nous l'a communiqué. Comme le disait tout à l'heure Yolande, ce qu'il voulait de nous, c'est que nous soyons observateurs. Lorsqu'il s'agissait de soumettre des écrits, il ne commentait pas beaucoup. Mais, tant qu'il n'était pas satisfait, moi, le souvenir que j'ai, c'est qu'il disait retourne. Sans trop de commentaires. Vous revenez une fois, 2 fois, 3 fois. Et quand il sent que l'œuvre est bonne, il dit ok, c'est bien, mais sans trop commenter. Voilà. Donc c'était quelqu'un qui cultivait beaucoup la profondeur intérieure, qui aimait beaucoup ce pays. Je pense que si nous ici, sur ce plateau, nous aimons le Congo et que nous pensons à nous investir d'une manière ou d'une autre pour ce pays, c'est parce qu'il nous a enseigné le Congo. Il nous a toujours dit le Congo c'est un grand pays. Et voilà. Je pense que c'est... Et une autre anecdote qui revient comme ça. Une autre forme d'initiation qu'il avait, c'était de vous faire écouter une chanson à texte. Moi, je sais que j'ai beaucoup, jusqu'aujourd'hui, je suis très fan de certains musiciens français à cause de papa. Tels que Gilbert Bécaud ou Aznavour ou autres. Il aimait faire écouter des chansons à texte. Et il y avait certaines chansons parfois qui
parler de l'actualité. Moi, je me souviens d'une chanson qui avait été faite, je crois, par Enrico Macias, après la mort de Sadat, voilà, où qu'il nous a fait écouter cette chanson, de tomber sur le sable. Voilà. Je vous avais dit qu'il chantait. Cette chanson, c'était donc un hommage à Sadat, qui avait été fait par Enrico Macias, et il nous a fait écouter cette chanson, il nous a demandé qu'est-ce qu'on comprenait. Et nous, on était quelque part... Le gars dit qu'un berger est tombé sur le sable, le cœur de l'humanité est dans l'arbre. Mais bon, on dit bon, et on a dû essayer de comprendre, décortiquer, et ça nous a ramené vers l'actualité, comprendre en effet. C'était Sadat, le président égyptien, qui avait été assassiné. Pourquoi il a été assassiné? Et c'est là qu'on a compris, on a commencé à comprendre le conflit judéo-arabe et tout ça. Donc les forces en présence, et c'est là où moi, papa m'a parlé des non-alignés, pourquoi le Congo était un non-aligné. Bref, on a découvert le monde au travers des livres, de l'écriture, des chansons aussi, mais aussi de l'actualité. Et même de l'actualité, parce que je me souviens que quand nous étions tout jeunes, 8, 9, 10 ans, nous devions suivre le journal télévisé et faire un résumé. Et donc là encore, il nous exerçait être observateur de la société et de pouvoir restituer à la fin de chaque journal. On va écouter également Nickel Ébé, la définition sur votre père. Je dirais un homme complet. Avec le temps, j'ai appris que voilà, on se fait et on se détermine de différentes façons. Souvent, la manière dont les gens sont orientés dans la vie, c'est avoir des plans de carrière, c'est avoir une idée précise de comment tu vas mener ta carrière, de qu'est-ce que tu feras avec ta famille. Et il y a des parties de nous qu'on oublie sur le chemin. Des parties artistiques parfois, des parties culturelles, des idées, des envies d'oser, des envies de faire autre chose que ce que tu fais au quotidien. Et je pense que lui, il avait ça. Homme de lettres, journaliste, écrivain, dramaturge à ses heures, peintre à ses heures aussi, n'est-ce pas? Parce qu'il a laissé des œuvres, des peintures, sculpteur également, c'est-à-dire oser s'exprimer de 1000 manières possibles, de toutes les manières possibles qui sont voilà, à votre disposition. Et je pense que ça le définit, un homme complet. Voilà. Merci. Ok. Alors, à entendre parler de votre père, j'ai l'impression qu'il y a un très bel hémisphère entre les deux pôles, là. J'ai l'impression que ici, on commence avec d'abord de la rigueur, avec une certaine initiation qui, même si elle ne porte pas de nom, mais on sent déjà que c'est comme un forgeron qui commence déjà à mettre en place le creuset. Et de l'autre côté, j'ai l'impression que c'est plus les retombées, c'est-à-dire il y a quand même, je ne parlerai pas de relâchement, mais je dirais il y a quand même, c'est comme s'il avait un peu lâché un peu de la bride, quoi. Donc à un moment, c'est comme s'il laisse l'enfant lui-même découvrir son chemin et faire un choix, tandis que ici, on sent vraiment qu'il y avait, je dirais il y avait comme un tracé. Et de l'autre côté, on vous laisse vous découvrir vous-même, mais tout en vous gardant dans une certaine orientation. Ça, c'est mon impression, n'ayant pas connu le personnage. Je ne pense pas que ce serait ça. Je pense que il y a un travail extrêmement rigoureux qui peut se faire au début, mais avec à l'idée que ce travail, c'est comme on appelle en anglais legacy. C'est-à-dire c'est comme un héritage qui se transmet. C'est-à-dire une assurance que dès l'instant où j'ai été en mesure de faire cela avec les premiers sont en mesure de faire exactement ce que je fais avec les autres. Et donc avoir une continuité dans l'éducation, dans le style, dans les valeurs, dans les idées. Mais oui, mais en même temps, c'est comme si l'empreinte paternelle n'était plus aussi, je dirais, n'était plus aussi forte. Non, pas du tout. Je crois que peut-être nous, ce que nous avons retenu, c'est surtout parce qu'en fait, nous, on a grandi beaucoup plus à l'internat qu'à la maison. D'accord. Et donc, les petits moments qu'il avait avec nous, c'était des moments où il intense, voilà. Exactement. Parce qu'il essayait ces petits moments qu'il avait avec nous de quand même pouvoir laisser quelque chose, son empreinte. Exactement. Donc je crois que c'est peut-être là la différence. Tandis que vous n'avez pas fait d'internat. Non,
avant. Bah, ça explique tout. Ça explique tout. Mais c'est comme les autres l'ont dit. Hein, il y a un cheminement tout à fait naturel. Il n'y a pas de fossé, il n'y a pas de séparation. Il y a une marque qui a été imprimée et évidemment, certains, parce qu'étant aînés, on en bénéficiait beaucoup plus tôt, mais il n'en reste pas moins que ceux qui sont arrivés après ont peut-être même bénéficié doublement, c'est-à-dire de papa pour ce qu'ils ont eu de papa, mais aussi de ce que papa a légué aux autres. Donc on est finalement dans le même moule qui se traduit. Et l'intérêt justement de ce genre de programme, parce que ce n'est pas tous les jours que l'on découvre dans une famille autant de personnes justement qui écrivent, qui lisent et qui ont la passion pour la lecture. Ce n'est pas forcément d'en faire un sujet de louange ou de laudation. C'est simplement de dire que dans notre pays aussi, on a perdu un certain nombre de valeurs qui sont dues à beaucoup de paramètres. Hein, la situation économique, les revenus des foyers. Mais il faut que nous gardions à l'esprit que l'héritage, l'éducation, la formation qu'on lègue à nos enfants est quelque chose de très important et qu'il faut y travailler. À entendre chacun d'entre nous, on a vu par exemple que papa a assuré la formation à travers l'écriture, certes, mais à travers aussi la recherche de l'actualité, à travers une certaine rigueur, à travers la mise à la disposition des enfants des ouvrages de lecture. Tout ça participe justement à la formation des enfants. Et si on se met dans une échelle plus large, à la formation des élites, des gens qui soient capables demain de réfléchir, d'observer et d'influer sur le développement de leur nation. Et donc, nous, l'idée aussi, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, c'est à partir de cet exemple de dire qu'il faut aujourd'hui qu'en République démocratique du Congo, que les gens reviennent sur des fondamentaux, sur ce qu'on doit considérer comme des valeurs. La lecture, l'écriture, lire aux enfants, apprendre aux enfants justement très tôt à s'intéresser à ces domaines-là, parce que finalement la lecture, c'est le domaine de la découverte. C'est quand on lit qu'on apprend. C'est quand on lit qu'on a de la connaissance, qu'on a du vocabulaire. Et donc, forcément, il faut que dans chaque famille, que l'on puisse s'intéresser à ces domaines-là et donner aux enfants les clés, finalement, qui leur permettront plus tard de se réaliser dans leur vie et dans la société. Mais puisque vous évoluez justement dans cette société congolaise aujourd'hui, quels sont les moyens qui, selon vous, pourront véritablement nous permettre de pouvoir mettre en place une véritable politique culturelle, une véritable politique initiatique à la culture? Alors déjà, moi je l'ai dit, quand on parle de culture, on voit effectivement la définition, l'essence même de ce mot. La culture, c'est ce que nous vivons au quotidien, c'est nos habitudes. La politique culturelle est une autre chose. Mais ce que nous pouvons commencer à faire, c'est déjà de rebâtir cette culture, notre manière d'être. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est qu'en tant que parents, en tant que membres d'une société, il faut que nous revenions à ces valeurs-là, que nous nous intéressions. Et ça, effectivement, c'est à travers des gestes très simples. Par exemple, lire aux enfants avant d'aller dormir. C'est par exemple au niveau des écoles que des programmes soient plus accentués, justement pour pouvoir permettre aux enfants d'être en phase avec ces pratiques-là. C'est peut-être multiplier les bibliothèques dans les écoles, dans les quartiers. Enfin, c'est tout un programme qui va participer justement à refaire des habitudes dans le chef de la population congolaise. Donc c'est une culture, c'est des habitudes qu'il faut inculquer. Ça c'est d'une part. Et ça, on n'a pas forcément besoin d'avoir l'État derrière nous pour que nous puissions atteindre cet objectif-là. Chacun peut à son niveau déjà commencer à faire ce travail-là. Et puis il y a finalement la définition de la politique culturelle. Alors là, on est dans un domaine plus vaste qui demande justement une vraie réflexion. Soit de la part de l'État, prioritairement, mais aussi de la part de tous les acteurs qui sont dans le domaine culturel, pour voir quels sont les axes que nous pouvons ensemble définir pour pouvoir donner un sens à notre culture. Et la culture dans le domaine, avec tout ce qu'elle recèle, que ce soit le domaine de la musique, de la littérature, du théâtre, c'est vraiment de réfléchir et de définir les orientations que nous voulons pour notre pays. Avec le temps, je suis de plus en plus convaincu, et ça a toujours été le cas, que nous envisageons le développement de notre pays, la République démocratique du Congo, généralement sous l'aspect de l'économie et de la politique. Et nous avons souvent oublié l'aspect culturel. Autre chose que j'ai toujours considéré, notre pays a été au rendez-vous de l'indépendance politique avec la table ronde de Bruxelles. Nous avons été au rendez-vous de l'indépendance économique, dans une certaine mesure avec la table ronde économique. Mais l'indépendance culturelle, il y a encore un grand débat dessus. Et donc je pense qu'il faut un travail de fond. C'est pour ça que ce genre d'émission aussi est interpellatrice.
pour que les pouvoirs publics, justement, puissent saisir la question à bras le corps et définir des orientations pour que le développement ne s'imagine plus simplement sur la donne politique et économique, mais qu'on y intègre la donne culturelle. Parce que la culture fait partie intégrante de la vie des nations et il faut la considérer à sa juste mesure. Alors, j'aimerais revenir un peu légèrement en arrière pour dire qu'aujourd'hui, vous êtes tous, pour la plupart d'entre vous, vous êtes parents. Oui. Mais est-ce que vous transmettez également ce goût, je dirais, parce que nous avons aujourd'hui un monde où pullulent les écrans. On commence très tôt avec les écrans. Déjà, on parle à partir de 7-8 mois. Il y a déjà des enfants qui commencent à être exposés aux écrans. C'est-à-dire que contrairement à vous, c'est aujourd'hui un nouveau monde qui s'est ouvert et qui offre encore beaucoup plus de possibilités. Mais en tant que parent, et surtout quand vous devez transmettre cet héritage, comment vous vous y prenez devant autant de défis? Bon, moi, je pense que peut-être si les en parleront mieux parce que eux, ce sont comment on dit, les bébés 2.0. Hein, moi, mes enfants sont beaucoup plus grands, donc Dieu merci d'ailleurs je dis parce que je ne sais pas comment j'allais gérer le côté écran et tout ça. Mes enfants n'ont pas eu les ordinateurs, ils les ont eu. Ils ont enfin même des portables, hein, ils étaient déjà adolescents, donc je n'ai pas trop de soucis. Ils ont gardé le réflexe en quelque sorte. Ils ont gardé plus difficilement que nous, je crois quand même. Je les ai très tôt, oui, initiés à la lecture, mais ils ont abandonné à un moment donné. C'est vrai que j'avoue que je n'ai pas été trop dure, trop stricte, mais je crois que avec le recul, je me dis que ce qu'on donne, je crois que au plus jeune âge, ce qu'on donne reste. Exact. Je le pense foncièrement parce que je vois que malgré qu'après, bon, chacun. Mon fils est très artistique, ma fille un peu moins, mais ils ont gardé ce côté, ces bases que j'avais laissées sont là. Et donc je pense que ce qu'on donne enfant, ça reste. Okay. Maintenant, je crois que... C'est le cas de Yatoni, évidemment? Moi, je peux. Pas encore. Ah, pas encore. Très bien. On biffe la question. On passe de l'autre côté. Écoutez, par rapport à tout ça, oui, les écrans sont un défi. Ma fille est née à 8 ans et elle prétend déjà être plus technologique que moi. N'est-ce pas? Ce qui n'est pas faux. On se bat. Mais voilà, elles sont très souples sur ces choses-là. Et c'est vraiment toute une génération qui est comme ça. Maintenant, pour le reste, en termes d'éducation, moi j'ai toujours cru qu'il faut restreindre le temps devant les écrans, et tous les scientifiques le disent. Hein. Il faut restreindre le temps devant les écrans, il faut se battre pour ça, il faut le maintenir. Parce que le réflexe, c'est souvent de dire, ok, il y a un écran, donc les enfants sont là et tout ça, et ça va. Non, ça va pas. Et puis de l'autre côté, maintenir un certain lien avec leur dimension artistique. Je pense que la partie artistique est importante. Et j'ai toujours soutenu que si dans un pays comme celui-ci, demain on a besoin de personnes créatives, elles doivent garder leur dimension artistique. Elles doivent être proches du dessin, parce que là, elles imaginent des choses, elles conçoivent et elles produisent des choses de leur imaginaire. Et elles le produisent de telle façon que finalement, le public voit et dit « ça c'est beau, ça c'est intelligent » et autres. Donc si on veut éduquer correctement dans ce pays, il faut éduquer aussi avec l'art. Il faut maintenir l'art comme un aspect essentiel de l'éducation. De l'autre côté, il faut aussi maintenir un pont avec le livre. Et là, il faut faire des choses simples. Regardez, il y a un cas que je vous donnerai comme ça, dont j'ai posté d'ailleurs l'expérience sur Facebook un jour. En tant que parent, vous décidez de prendre un livre et de le lire. J'ai fait ça une fois, un dimanche, j'éteins la télé, je vais prendre un livre, je le lis. Automatiquement, mes 3 filles ont eu le réflexe d'aller chercher des livres, n'importe quoi, et de faire comment. Vous voyez? Donc, le simple fait, quand vous, parents, vous êtes tout le temps devant votre écran de téléphone, les enfants ont l'impression que ça, c'est la chose la plus importante. Il faut un jour être devant un écran, il faut avoir un téléphone, il faut avoir son téléphone, il faut être devant cet écran, parce que papa et maman sont tout le livre et le résultat direct d'une réflexion, d'une conversation avec elle sur le racisme. Et donc, une réponse qu'elle m'a donnée à une de mes questions fait que finalement, on s'est décidé
je lui en ai parlé et on va écrire quelque chose sur le racisme. L'idée, quelque part, c'est d'essayer de comment on enseigne les questions de racisme, les défis autour de ça à un enfant. Comment on en parle à un enfant. Et donc, on va essayer c'est vraiment une démarche, une tentative expérimentale de voir comment on peut, dans notre conversation, traduire notre conversation dans un livre et finalement aller dans la démarche où on lutte contre le racisme et tout ce qu'il y a derrière, mais on apprend également à l'enfant à s'affirmer dans son identité, dans sa particularité, et finalement à devenir quelqu'un de la société. Ok. Revenons sur la politique culturelle. Madame, vous êtes très proche, vous êtes la conseillère de l'actuel gouverneur de la Victorine de Kinshasa, M. Villa. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir une politique culturelle? Bon, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord une volonté. Je crois que ce que Tigui a dit tout à l'heure, il a Une volonté de la part des autorités uniquement? Une volonté politique de pouvoir décider, mais j'ai bien aimé ce que Tigui a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au départ, il faut prendre conscience qu'on en a besoin. On a besoin d'établir, cette politique, de savoir où l'on va avec la culture. Qu'est-ce que la culture pour nous? Quels sont les éléments clés de notre société par rapport à la culture, comme c'est le cas dans d'autres pays. C'est une réflexion vraiment fondamentale. Je crois que, et d'ailleurs avec les relents de tribalisme et tout ça qui arrivent dans notre pays, ça pousse à avoir cette réflexion, à savoir où est-ce que nous sommes aujourd'hui, où étions-nous hier et où voulons-nous mener notre pays demain. Et la culture est la base. Parce que c'est l'identité même, c'est ce que nous sommes, c'est ce qui nous rassemble, c'est ce qui nous donne l'envie d'avoir une vision commune par rapport à notre pays. Et ça nécessite une réflexion vraiment de fond. Et je ne pense pas que c'est une réflexion qui ne peut se faire qu'au niveau de la ville, c'est une réflexion qui doit être naturelle. C'est une vaste question. Mais quand on parle de culture, on se pose la question d'abord de savoir qui nous sommes aujourd'hui en tant que Congolais. Comment est-ce que nous nous définissons? Parce que de la manière dont nous nous définissons va déterminer la manière dont nous nous projetons sur l'avenir. Sur les valeurs que nous portons. Le Congolais d'aujourd'hui, le Kinois d'aujourd'hui, qu'est-il par rapport aux Congolais d'hier, aux Zaïrois d'hier? C'est important de se définir ainsi. Ce qui nous définit, nous, c'est quoi? C'est ce que nous mangeons. C'est de comment nous nous sommes habillés. C'est les langues que nous parlons. C'est la manière dont nous construisons nos maisons. Alors, il faut qu'on revienne un peu sur ce que nous sommes, nous, que nous nous identifions. C'est très important. Et je pense que tout à l'heure, on faisait le lien entre la partie culturelle et la partie économique. Mais les deux sont intrinsèquement liés. Il faut que la partie économique du développement d'une nation soit greffée sur l'identité de cette nation-là. Il y a des filières qui peuvent se développer sur nos arts culinaires, sur la production de la terre, mais orientées sur ce que nous sommes, la manière dont nous nous habillons, la manière dont nous chantons, la manière dont nous travaillons cet héritage qui se transmet justement culturellement, parce que la culture, c'est quoi? C'est notre manière d'être qui se transmet de génération en génération. Donc fondamentalement, c'est cela. D'abord, la description, le répertoire de ce que nous sommes, et ensuite le rattachement de cette identité-là retrouvée dans une politique économique. Donc voilà. C'est aussi protéger le prestataire culturel, n'est-ce pas? S'assurer que le prestataire culturel et le fruit de l'esprit soit protégé et soit valorisé. Et ça signifie simplement travailler sur les lois, travailler sur les infrastructures mises en place et travailler sur la filière pour finalement que le prestataire culturel vive de son métier et soit en mesure de continuer de nous, ce que nous faisons à notre niveau, vous nous avez présenté, nous sommes une famille qui avons évolué d'une certaine manière au contact de la culture et de la littérature. Et nous pensons qu'en tant que Congolais, il y a quelque chose à faire, à léguer au pays. Parce que on ne va pas être là tout le temps à attendre de savoir ce que l'État fait. À défaut de l'État, les particuliers aussi peuvent agir. Et donc nous avons décidé d'agir.
à la mesure de nos possibilités et à la mesure de nos moyens. En parlant de nous, vous parlez de la famille. De la famille LB, justement. Nous sommes dans une dynamique. Il y a un certain nombre de projets que nous sommes en train de vouloir réaliser. Nous vous en parlerons au fur et à mesure. Mais essentiellement, nous sommes dans la dynamique, justement, d'écrire un ouvrage collectif. Vous nous avez présenté tout à l'heure, chacun a déjà eu à publier, mais nous pensons que dans la manière de concevoir notre rapport en tant que Congolais à notre pays, il faut aller plus loin. Et donc l'ensemble des idées qui ont été ici pondues pour assurer le début d'une politique culturelle, sachant que l'action doit être relayée par la suite par l'État, sont en train d'être pondues dans un ouvrage collectif, où nous allons dire, nous en tant que famille, voilà le rêve culturel que nous avons pour le Congo. Voilà la vision que nous avons pour l'homme congolais. On l'a dit tout à l'heure, l'homme congolais dans ce qu'il était hier, dans ce qu'il est aujourd'hui et dans comment nous le projetons pour demain. Parce que définir la culture revient dans une certaine mesure à dire quel type de Congolais nous voulons pour demain. Quelle est l'image du Congolais aujourd'hui? Quand on traverse les frontières, quand on parle du Congolais, aujourd'hui, c'est peut-être des caricatures qui sont réduites à certaines expressions. Mais est-ce que nous voulons continuellement avoir cette image-là pour le Congo? Nous voulons définir un nouveau Congolais. Je donne un exemple simple. On parle aujourd'hui de l'état de droit. Est-ce qu'on a l'impression que l'état de droit, ce concept, est réellement intégré par la population congolaise, ou ça reste un slogan? Mais pour que ça soit intégré, il faut que ça entre dans les habitudes du Congolais. Comment voulez-vous faire entrer ce concept dans les habitudes du Congolais si vous ne travaillez pas sur le Congolais et donc sur la donne culturelle? Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses à faire. Et nous, modestement, on est en train de travailler sur quelque chose qu'on présentera dans les mois à venir, mais vraiment pour donner de la matière, sans prétention aucune, mais vraiment pour donner de la matière et une orientation, parce que nous estimons que ces questions-là, questions culturelles, sont fondamentales pour le développement de notre pays. Alors, c'est déjà la fin de l'émission. Dans quelques minutes, nous aurons clôturé. Alors, j'aimerais avoir de l'avis de chacun d'entre vous sur les perspectives en ce qui concerne cette culture. Au-delà de ce que Tigui a dit, mais concrètement, quelle orientation vous voudriez prendre aujourd'hui? Personnellement, je pense que, on l'a dit, on l'a redit, la culture, c'est fondamentalement ce que nous sommes. Ce n'est pas ce qu'on chante, ce n'est pas ces œuvres d'art, c'est d'abord ce que nous sommes. Et l'art que l'on met souvent en avant dans ce qui est la culture n'est qu'une expression de ce que nous sommes. Donc, fondamentalement, il faut revenir à ce travail sur l'être congolais. Et en termes de perspective, justement, c'est cela. Cette voie collective que nous voulons écrire, mais cette orientation-là que l'on veut donner pour que nous puissions nous redéfinir, parce que c'est de la manière dont nous nous redéfinissons que nous pourrons changer le Congo. Non pas seulement en apparence, mais dans une réelle profondeur. Voilà. Les perspectives ne peuvent venir qu'après avoir fait un état des lieux, Tout à fait. savoir où on en est aujourd'hui et qu'est-ce que nous voulons pour demain. Et moi, en tant que femme de lettres, j'ai toujours été... Il y a quelque chose que je dis souvent, c'est que nous devons être les témoins de notre temps. Et être les témoins de notre temps nous donne un sens de responsabilité qu'il faut aujourd'hui que nous puissions réellement réfléchir au Congo de demain. Que nous puissions définir qui nous sommes aujourd'hui sans état d'âme et ensuite réfléchir au Congo de demain, comment nous le rêvons et comment nous pouvons arriver à accéder à ce rêve. Alors, j'aimerais bien entendre la version de Nick, puisque l'on parle de rêver du Congo sans état d'âme. Or, déjà, quand on lit Pétale dorée, on sent justement ce flot d'émotions et surtout ce flot de négativité. Mais aujourd'hui, s'il faut réfléchir froidement à la question congolaise, quelle est votre appréciation? Flot d'émotions, flot de négativité, non. Il y a, bien entendu, des choses difficiles qui sont évoquées, mais il y a surtout de l'espoir qui est évoqué. Et j'aimerais terminer avec les derniers mots de ce texte, de ce livre Pétale dorée. C'est un texte qui s'intitule Les fleurs. Et il se termine avec ces paroles. Il dit « Garde silence, tais-toi, écoute, tais-toi, écoute. » Il dit ensuite « Cette terre est sanctifiée, cette terre est consacrée, cette terre est sacrée. » C'est un appel, c'est une invitation à respecter à nouveau
notre sol, notre héritage, notre territoire, nos valeurs, notre culture, tout ce qui nous définit. En fait, c'est derrière ça que le texte nous amène finalement, et c'est ce qui résume la pensée clairement qui est évoquée par l'auteur ici. Donc, je pense que l'avenir de ce pays présente beaucoup de raisons d'espérer. Mais l'on a toujours dit que tout passe aussi par l'homme. Comment il se définit, comment il se pense, comment il se projette dans l'avenir, comment il est formé, comment il est éduqué, comment il est façonné, comment finalement il reçoit le bagage nécessaire pour lui permettre de jouer son rôle plein dans ce monde qui est compétitif, qui est dynamique, dans ce monde qui n'attend pas et qui ne nous attendra pas finalement. Donc je crois que la place de la culture est fondamentale, la place de la culture dans l'éducation nationale est fondamentale et nous devons à nouveau de réconcilier les deux et de faire un travail de fond dans la définition de notre politique culturelle, mais aussi dans la définition de notre politique d'éducation. Comment on marie les deux et comment on fait finalement que ce soit un projet commun, holistique, qui permette à ce que l'enfant qui naît aujourd'hui, en 2020, dans 18 ans, alors qu'il entre maintenant dans le monde, il ait le bagage nécessaire pour devenir quelqu'un d'exceptionnel. Donc c'est ce que nous devons faire. C'est un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Nous allons finir avec Tigui, parce qu'il y a toujours une dernière phrase que Jean réclame. Donc, du coup, c'est absurde. Je crois qu'on va finir avec cette phrase. Mais bien avant, par rapport à tout ce qui vient de se dire, ta réaction. Non, mais je pense que tout a été dit avec beaucoup de pertinence d'ailleurs. Et ça se résume essentiellement à travailler dans notre culture, à travailler dans l'homme congolais. Et donc de changer de paradigme de notre vision de la culture. Il ne faut plus que la culture se limite simplement à considérer que c'est la musique, que c'est la chanson. C'est changer l'être congolais. Parce que nous voulons qu'il devienne pour demain. Parce que c'est cela qui va justement forger le respect que les autres nations auront pour le Congo. Donc travaillons dessus. Nous sommes des citoyens congolais à la base. Nous sommes certes issus d'une famille où nous avons grandi dans un certain environnement et cela nous pousse justement à considérer que ces questions sont importantes et essentielles. Et nous voulons, par notre passage ici, sensibiliser les Congolais. Leur dire, c'est vrai, on a toujours penché vers la politique, on a toujours penché vers l'économie, mais arrêtons nous aussi pour considérer l'homme congolais. Et c'est sur base de ce travail que nous pourrons espérer justement un développement intégral de notre pays. Pour répondre à votre question, je vais le dire en regardant la caméra, lisez encore et lisez toujours est un régal pour l'âme, un délice pour l'esprit, et elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. Merci. Merci Christine. Merci Belguide. On va se retrouver prochainement avec, je pense bien, les mêmes personnes, un autre sujet. On va parler culture, car nous voulons avoir réellement une politique culturelle ici en République démocratique du Congo. Et déjà, bonne fête pour l'année prochaine. Nous allons fêter 140 ans d'existence. Je pense bien les plus conscientes va accompagner cette grande fête. Merci, on se retrouve, on va vous retrouver très prochainement. Merci à l'équipe technique avec laquelle je travaillais, merci à Univers Télévision, merci au réalisateur de notre propos. On se retrouve, comme je le disais tantôt, très prochainement. Soyez-en sûrs, ça sera avec le même plaisir.